Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre émission bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les actualités et les tendances de marché à la mi-journée avant la grande édition du soir. Cette fois-ci, 1 heure pour prendre du recul sur les actualités, les tendances et évidemment les enjeux de marché, que ce soit de ce côté ou l'autre de l'Atlantique. À la une de cette séance boursière, justement, l'inflation calculée selon l'indice PCE, qui est l'indicateur suivi par la Réserve fédérale américaine, fait ressortir une inflation à un niveau toujours élevé en mai à 6,3%, mais qui décroît légèrement dans sa version Core, c'est-à-dire hors alimentation et énergie. L'indice PCE Core ressort en progression de 0,3% sur un mois, en dessous du consensus des analystes. Sur un an, cet indice PCE Core ressort à 4,7% en mai, soit légèrement en dessous du niveau d'avril et du consensus de marché. Donc, est-ce à dire que le pic d'inflation a été atteint ou est en passe d'être atteint aux États-Unis? C'est une question que nous poserons à nos invités. Nous reviendrons également sur la tendance de l'inflation. Passer un pic veut-il dire entamer une courbe descendante de l'indice des prix ou rester tout de même sur un niveau élevé comme semblent le dire les banquiers centraux? Nous tenterons de comprendre cela à travers les scénarios de nos invités. Nous nous intéresserons également à la tendance des marchés financiers aujourd'hui, alors que les indices européens et américains sont en passe de terminer le trimestre et le semestre sur des reculs que certains n'avaient pas connus depuis la crise des marchés financiers liée aux premières mesures de confinement en 2020, en mars 2020. Le CAC 40 semble bien parti pour terminer le trimestre en recul de 12% et le semestre en recul de 18%, tandis que le S&P 500 aux États-Unis semble lui parti pour signer un trimestre en recul de 17% et un semestre en recul de 20%. Une accélération baissière aujourd'hui qui peut être également due à certains habillages de bilan de fin de semestre. Nous pourrons y revenir dans Smart Bourse, mais nous nous demanderons si nous pouvons quand même anticiper une sortie de ce bear market prochaine et surtout où aller chercher de la croissance et du rendement dans le contexte actuel. Et nous finirons ensuite cette émission avec, comme d'habitude, le quart d'heure thématique, un quart d'heure thématique consacré aux foncières cotées. Foncières cotées sujettes à une tempête de vent contraire selon Bank of America, qui note qu'elles font face à une demande pour des sites de plus en plus verts en ce qui concerne les bureaux, un recul de la demande en matière de bureaux ou encore un contexte stagflationniste qui viendrait pénaliser le secteur. Nous tenterons d'entrer un peu plus dans le détail sur cette classe d'actifs avec Laurent Saint-Aubin, gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Nous commençons donc avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Le CAC termine le semestre dans un rouge vif. Le marché prenait connaissance ce matin d'une nouvelle hausse des prix à la consommation en France sur un an. Selon l'estimation provisoire publiée par l'INSEE, en juin, elle a atteint 5,8% après 5,2% au mois de mai. Sous l'effet de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et des produits alimentaires n'en finissent plus de s'accentuer, respectivement en hausse de 33% et de 5,7% sur un an. On relève que ceux des services augmente aussi de 3,2% comme en mai. Dans ses dernières prévisions, l'INSEE prévoit que l'inflation grimpera à 6,8% en septembre avant de se stabiliser entre 6,5% et 7% en fin d'année. Aux États-Unis, nous découvrions cet après-midi que les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% en mai par rapport au mois précédent, soit un score nettement inférieur au consensus de 0,5 à 0,6. Conformément aux attentes, leurs revenus se sont accrus de 0,5%. L'indice des prix PCE y a progressé de 0,6% en mai contre 0,2% en avril. Hors énergie et alimentation, il a augmenté de 0,3% contre 0,4% en avril. Dans ce contexte, on relève que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans poursuit son repli. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui au niveau européen, les 19 indices sectoriels Stoxx 600 sont dans le rouge. L'automobile, les banques et la technologie souffrent particulièrement. À Paris, Renault, Faurecia, Valeo, Dassault Systèmes et BNP Paribas sont en nette baisse. On retient à cet effet d'ailleurs une déclaration d'Andrea Enria, responsable de la supervision bancaire de la BCE, selon laquelle la Banque centrale va demander aux banques de la zone euro d'intégrer le risque de récession dans leurs prévisions de résultats. Elle utilisera ces calculs pour approuver ou non leur proposition de dividendes. Et puis un focus sur l'actualité des sociétés. Sur le troisième trimestre, OVH Cloud
Cloud présente un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros, en hausse de 25,9%, dont 11,7% en données comparables. La Compagnie des Alpes va prendre le contrôle de MMV, le second exploitant d'hôtels, de loisirs et de résidences de tourisme dans les Alpes. L'opération sera réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise avoisinant 173 millions d'euros. Et puis Trigano affiche au titre de son troisième trimestre un chiffre d'affaires en progression d'1,7% à 921,2 millions d'euros, portant de ce fait le cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021-2022 à 2,44 milliards. Voilà, donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Nous regardons tout de suite la tendance du CAC 40. Le CAC 40 en recul de 2,27% à 5 894 points. Et nous voilà partis pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière, sur le plateau de Smart Bourse. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés ce soir par Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier Patrolin. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Benoît de Broissia, gérant chez Montségur Finance. Bonsoir Benoît de Broissia. Bonsoir. Et nous avons bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse et nous avons le plaisir d'être accompagnés à distance par Axel Bott, stratégiste international chez Ostrum AM. Bonsoir Axel Bott. Bonsoir. Merci d'être avec nous en duplex. On va commenter ensemble, messieurs. On va commencer, je vous propose de commencer par la tendance un petit peu des marchés financiers actuellement. Benoît de Broissia, donc on voit des marchés qui reculent aujourd'hui après quand même un bear market assez conséquent. On donnait quelques chiffres, ne serait-ce que pour le CAC 40, on s'attend, alors c'est là que la séance n'est pas encore clôturée, mais on va vers 17-18% de recul depuis le 1er janvier. C'est quand même une séance particulière aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une baisse importante, mais tout n'est pas à mettre sur des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des arbitrages, des habillages de bilan faits par un certain nombre de fonds ou de PCVM qui viennent tirer cette tendance un petit peu vers le bas. Oui, probablement. On est vraiment en fin de semestre, donc naturellement, on revoit un peu les allocations d'actifs, on revoit aussi sans doute certains paris qui avaient été réalisés en début d'année ou en fin d'année dernière et qui n'ont pas forcément payé. Et puis, de manière générale aussi, se dessine l'été, des périodes avec des volumes un peu plus étroits sur les marchés. Et naturellement, peut-être la volonté de ne pas embarquer trop de risques en amont de périodes délicates caractérisées par des résultats semestriels qui vont être publiés par les entreprises, caractérisés aussi par des marchés avec des volumes sur lesquels il y aura probablement des volumes un peu plus étroits, donc moins de liquidités et des mouvements de marché qui peuvent être un peu plus brutaux. Et puis, de manière générale, on sait qu'en fin de semestre, les banques aussi ont vocation à habiller un peu leur bilan, à faire en sorte d'avoir des books dans leurs activités de trading qui soient plus étroits, donc plutôt dégrossir leur bilan, comme on dit, et de ce fait, naturellement, ça tend plutôt à exercer une pression vendeuse sur les marchés en fin de semestre. Donc ça, c'est pour la partie vraiment technique de la séance d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que oui, effectivement, dans un marché qui est déjà un petit peu baissier, ça peut venir appuyer encore plus sur la tendance baissière et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur la séance du jour. Bon, on voit par contre qu'on est en baisse de entre 17 et 18% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Là, en revanche, on voit une vraie tendance baissière qu'on a commentée depuis un long moment. Je rebondis sur ce que vous dites, le fait qu'on attend, si je comprends ce que vous nous avez dit, on attend un petit peu la saison des résultats avant d'essayer de comprendre comment arbitrer ou non. Ça veut dire que là, il ne faut pas s'attendre à une sortie d'un bear market à court terme avant de voir un petit peu ce que peuvent donner les résultats d'entreprise. Je pense qu'il y a une défiance des opérateurs de marché, même par rapport au discours de certaines entreprises. C'est-à-dire que dans les résultats qui seront publiés, ces résultats refléteront un trimestre écoulé. Maintenant, en termes de perspective, naturellement, la visibilité s'est détériorée trimestre après trimestre. On observe une détérioration des perspectives de croissance. On observe aussi une détérioration des conditions de financement, donc sans doute des velléités de mener des projets d'investissement. On observe aussi et surtout une détérioration du moral des ménages
et des dirigeants d'entreprise, avec des effets induits sur la consommation et sur l'investissement. Donc probablement, effectivement, il y aura des guidances, des objectifs qui seront contingents à l'évolution de la conjoncture économique. Et naturellement, ce n'est pas forcément un contexte très porteur pour la prise de risque pour l'ensemble des intervenants sur les marchés financiers. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des profit warnings ou des résultats revus à la baisse ou découvrir dans les prises de parole de certaines entreprises des alertes sur les trimestres à venir potentiellement. Pour les entreprises qui peuvent être sensibles à la hausse des coûts et qui ont du mal à répercuter immédiatement dans leur prix de vente la hausse de leurs coûts matières premières ou la hausse de leurs charges salariales, naturellement, il pourra y avoir des avertissements sur résultats. Après, de manière générale, je pense que le trait le plus saillant qui devrait se dessiner lors de la saison des publications qui se dessine, c'est de souligner le fait que la visibilité s'est détériorée et les objectifs pour beaucoup d'entreprises devraient être maintenus, mais avec des alertes sur une visibilité qui se détériore et des hypothèses qui sont formulées, qui restent dans un scénario de croissance économique qui est modéré, mais qui ne correspond pas à un scénario de récession, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors, on va revenir sur Surgé Entreprises et récession, donc avec vous, Benoît de Broissière, et avec vous également, Xavier Patrolin. Juste avant, Axel Bott, j'aimerais avoir votre avis un petit peu sur les niveaux d'inflation et cette recherche du pic d'inflation qu'on peut voir de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, on a vu effectivement cet indice PCE et PCE Core, plus précisément, donner une indication sur le fait que le pic d'inflation serait peut-être déjà passé, ou en tout cas proche d'être passé aux États-Unis. En Europe, c'est un petit peu plus compliqué, à part l'Allemagne qui voit son inflation reculer légèrement. Pour l'instant, on s'attend quand même, au vu des publications qu'on a sur les autres pays de la zone euro, en France, en Espagne, en Belgique ou autres, à avoir une inflation qui continue à progresser. Qu'est-ce que ça nous dit du pic d'inflation attendu par les banques centrales et potentiellement d'un infléchissement ou non de leur politique? Effectivement, on est peut-être pas très loin des plus hauts sur l'inflation. Maintenant, à quel rythme on peut anticiper une décélération des prix? Ça, c'est toute la question. L'inflation est tellement supérieure aux objectifs des banques centrales que de toute façon, on ne peut pas se satisfaire d'une inflation même revenue à un peu moins de 5% quand on regarde le corps PCE aux États-Unis. Ça reste beaucoup trop élevé et on sait qu'on est au début d'une potentielle augmentation, disons, un peu plus soutenue de l'inflation, auto-entretenue de l'inflation, avec les salaires qui tirent à la hausse, qui tirent aussi à la hausse en Europe. Donc, on est quand même dans une situation assez fragile, dans le sens où, au tout début de cette poussée inflationniste, on s'est un petit peu dédouané du côté des banques centrales en disant qu'il y avait des facteurs spécifiques qui allaient disparaître. Aujourd'hui, quand on regarde les prix à la production partout, on voit bien qu'on ne peut plus traiter le problème inflationniste comme quelque chose d'exogène. C'est forcément quelque chose qui est devenu endogène, qui est en train d'impacter sensiblement les anticipations des ménages. Et donc, au-delà d'un chiffre, l'inflation, c'est toujours une perception aussi et une dynamique qui est susceptible de modifier le comportement de consommation et in fine détruire de la croissance. Donc c'est à ça qu'il faut faire particulièrement attention et s'ouvre probablement maintenant une période où les marchés vont essayer de voir si effectivement les légères inflexions de discours des banques centrales avec l'arrêt de l'accélération des prix ou alors est-ce que finalement, ça ne change pas grand-chose. On est toujours à 8% d'inflation. Les facteurs qui ont fait baisser l'inflation en Allemagne sont éminemment spécifiques, liés par exemple au ticket très faible pour les tickets de bus et de transport. Donc c'est une politique qui est purement... qui est pas répétable. Les pressions sur les prix restent quand même très très vives. Donc je ne pense pas qu'on soit encore, même si on a une accalmie sur le rythme d'accélération des prix,
qu'on soit encore à l'aise avec les niveaux d'inflation. Parce que justement, Axel Bott, cette image de pic d'inflation laisse entendre qu'il y a eu une phase ascendante et qu'il y aura une phase descendante. En plus, on imagine assez bien un pic avec j'ai envie de dire un sommet pointu. Donc à partir du moment où on l'aurait passé, on repasserait en phase descendante. C'est pas vraiment ce que nous dit Christine Lagarde, qui elle nous dit qu'il faut s'attendre à des anticipations d'inflation qui resteraient élevées. Et on lit de plus en plus d'économistes qui nous décrivent plutôt un plateau, justement. C'est-à-dire qu'il y aurait plus de progression d'inflation, mais c'est pas pour autant qu'on verrait cette inflation baisser drastiquement dans les prochains mois. Oui, c'est exactement ça. Quelque part, quand vous avez les 3/4 des catégories de prix dans le CPI européen qui sont au-delà de 4%, le point terminal de l'inflation, même si on a une décélération, il reste très élevé. Et c'est toute la différence avec la période précédente où on pouvait quelque part ignorer l'effet d'une hausse d'un prix relatif, y compris celui de l'énergie, qui en général impacte tous les coûts de production. Là, pour le coup, ça a impacté énormément l'ensemble des coûts de production. Et les facteurs qui permettaient de compenser les éventuels chocs qu'on avait eus dans le passé sont devenus moins favorables. La mondialisation et puis le facteur déflationniste qu'elle a été. Les prix de l'énergie sont évidemment beaucoup plus élevés que ce qui avait permis le boom du shale oil aux États-Unis. Donc on a tout un tas de facteurs qui compensaient toutes les tensions internes avec des prix des imports plus faibles. Sur lesquels on ne peut plus compter en fait. Donc, et ça pose des questions d'ailleurs à très long terme pour les banques centrales. Est-ce que les objectifs de 2% d'inflation sont même atteignables en fait? Est-ce que l'inflation normale aujourd'hui, débarrassée des influences cycliques et d'éventuels excès de demande périodiques, nous amène à 2% d'inflation et peut-être si c'est 4, qu'est-ce qu'on fait? Si on continue de viser 2, on va avoir une politique trop restrictive de façon structurelle. Ce que vous dites, c'est qu'on pourrait s'attendre à accepter l'idée de vivre dans un monde à 4% d'inflation. Alors c'est complètement théorique, ça pourrait être 5 ou 3, mais ça pourrait être une des options aussi de se dire le fait d'agir pour aller récupérer 2% d'inflation serait tellement contraignant qu'il faudrait accepter l'idée de vivre dans un monde avec 3 ou 4% d'inflation? Oui, je pense que c'est un peu la faiblesse de ce cadre d'analyse, de ciblage de l'inflation. Le 2%, il est un peu sorti d'un chapeau, en fait. On sait simplement que quand l'inflation est extrêmement volatile et relativement élevée, elle a des impacts sur l'activité. Donc, mais on n'a pas vraiment d'argument pour dire que 2, c'est mieux que 2,5, 3 ou 4. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à déterminer. Et de manière générale, il n'y a aucune raison de penser que ce chiffre qui n'induit aucune distorsion soit constant dans le temps. Donc, on verra, c'est très, très compliqué pour les banques centrales, surtout après un choc pareil, de dire maintenant on va viser 4. Mais il va falloir, je pense, discuter de l'objectif d'inflation. Si on veut absolument revenir à 2 rapidement, on va devoir induire une récession peut-être qui ne s'avérerait pas nécessaire, ou du moins d'une ampleur qui serait insupportable socialement. Alors il y a le sujet effectivement donc inflation qui pousse les banques centrales à agir pour réduire cette inflation et qui fait craindre au marché, Xavier Patrolin, une récession. Alors c'est un terme qu'on emploie souvent depuis une dizaine de jours maintenant, cette idée que l'action des banques centrales pourrait tellement peser sur la croissance qu'on pourrait avoir plusieurs trimestres de croissance négative. Alors certains parlent de récession modérée, d'autres de récession plus lourde. Ma question c'est que on voit des indicateurs aux États-Unis, que ce soit du climat des affaires, que ce soit de la confiance des consommateurs ou de leur intention d'achat, qui semblent plaider pour l'idée qu'une récession est déjà dans les esprits, au risque même d'avoir un effet autoréalisateur presque, de se dire vu qu'on attend une récession, on se prépare, et donc en fait comme on ne consomme plus, ça pourrait entraîner en fait une récession, voire même juste technique. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est prendre un tout petit peu de recul. C'est-à-dire qu'on a connu sur les 2 années précédentes une énorme stimulation et budgétaire et monétaire. Et donc, on parle de récession, c'est plutôt une décélération. D'accord. Parce que de toute façon, en croissance nominale, on sera en variation toujours positive. En réel, on peut éventuellement s'approcher de 0, voire passer en territoire négatif. Mais en nominal, on restera toujours en territoire positif. Donc je pense que au fond, on est sur des effets collatéraux de ce qu'on a connu depuis l'après-Covid. D'accord.
et qui a correspondu probablement à un policy mix, c'est-à-dire une politique monétaire, politique budgétaire totalement déséquilibrée aux États-Unis et en Europe, probablement mal positionné, mais ça on pourra revenir sur ce sujet. Donc le marché, oui, va très vite en besogne parce qu'il a tellement été habitué à, à une assistance des banques centrales, à un rôle clé des politiques monétaires, et c'est précisément vrai depuis Lehman Brothers, c'est d'ailleurs depuis une douzaine d'années. Que maintenant, les marchés et les intervenants comprennent bien que les banques centrales vont être en territoire contraint, qu'on va probablement sortir progressivement de ce qu'on appelle les mesures non orthodoxes. Et donc ça provoque une espèce de vide. Et c'est surtout, ça a des impacts dans la sphère financière pour l'instant, mais ça a aussi des impacts dans la sphère réelle. Ça a des impacts en termes de liquidité. Au fond, ce qui fait baisser le marché, c'est principalement des flux de liquidité. Parce qu'on retire des liquidités du marché actuellement. C'est ça. Et donc on habille tout ça d'une thématique récessive. Mais ce qui se passe fondamentalement, c'est plutôt un assèchement progressif en termes de liquidité. N'oubliez pas les montants. Les montants sont spectaculaires aux États-Unis. Ce qu'on appelle le reverse repo, qui est une forme de stérilisation à 24 heures de la liquidité monétaire, est pas loin de 2000 milliards de dollars. Donc, et quand vous prenez les indicateurs de circulation de la liquidité, vous percevez bien qu'il se passe quelque chose. Et ça veut dire qu'on revient sur des valorisations plus cohérentes, par exemple ou on passe sur des valorisations qui sont stressées. C'est-à-dire, on passe d'une séquence à une autre, d'un cadre à un autre. Bien sûr, oui. Et donc, nous, on habille ça, on essaye de donner un argument fondamental. Mais ce qui précédait était totalement délirant. C'est ça le problème. C'est ça, c'est qu'en fait, d'accord. Et on n'a pas dit au moment où c'était délirant, on faisait des exégèses sur la croissance, the sky is the limit, et de toute façon, la réassurance des banques centrales était quasi éternelle. Souvenez-nous, en France, on a eu un débat qui n'est pas si lointain que ça, d'effacer la dette Covid. Mais donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle récession, ou en tout cas l'inquiétude d'une récession, c'est finalement un retour à la normale après une période d'anormalité. C'est un retour à des valorisations qui intègrent des primes de risque. Alors, il se trouve qu'on en intègre une nouvelle, qui est le risque inflationniste. Et là-dessus, on peut débattre, mais ça risque d'être très long. De savoir si c'est un risque ou non Non, c'est un risque. Mais est-ce que c'est un risque durable ? Effectivement, il y a beaucoup d'économistes qui débattent sur le sujet depuis une année maintenant. Voilà. Donc, non, ce qui se passe, c'est qu'on passe dans une économie de pénurie. Est-ce que c'est transitoire ou est-ce que c'est durable ? Si c'est transitoire, on peut avoir des interprétations. C'était un peu la stratégie des banques centrales du provisoire. Et un provisoire qui dure devient durable. Donc la pénurie, elle a des fondements qui sont peut-être beaucoup plus structurels. D'accord. Et donc une situation de pénurie, ça a des conséquences systémiques pour l'ensemble des agents économiques, y compris les banques centrales. Et donc il y a une inadéquation des politiques monétaires qui sont mises en œuvre depuis plus d'une décennie par rapport à un environnement qui devient une économie mondiale de pénurie, c'est-à-dire un schisme entre la zone asiatique et l'Occident, une situation de confrontation, pour l'instant, de rivalité économique, mais qui pourra avoir des débouchés militaires. On a ce que j'appelle les trois cavaliers de l'Apocalypse qui sont de retour, qu'on avait cru à jamais disparus. Les trois cavaliers de l'Apocalypse qui ont toujours, c'est une métaphore, qui ont toujours agi dans l'histoire, c'est les pandémies, c'est les guerres et c'est les famines. Et qui sont d'ailleurs, qui interagissent ensemble. Donc ça, oui. Mais est-ce que les banques centrales ont la main sur ce facteur-là pour faire refluer dans une économie qui deviendra une économie avec des dysfonctionnements ou une économie de pénurie? C'est peu probable. Alors vous avez effectivement répondu à ma question, c'est-à-dire qu'il y a ce sujet de retour à la normale monétaire, et il y a ce nouveau monde que nous décrivait un peu Jérôme Powell à Sintra, à savoir qui disait, alors je n'ai pas la citation exacte, mais qui disait si on se replie chacun sur soi sur des zones économiques ou géographiques, là pour le coup il va falloir s'attendre à une croissance plus faible et à moins de productivité pour le coup. Voilà, c'est ça, il y a un partage qui est totalement... C'est encore précoce pour le dire. Évidemment, dans l'instant, on a une guerre interétatique aux frontières de l'Europe orientale. On a une situation avec la Chine qui devient compliquée. Regardez le sommet de l'OTAN. On a des excès de liquidité qui ont provoqué des dysfonctionnements, enfin des valorisations totalement délirantes. Donc nous, on essaye d'habiller tout ça. Moi, en tout cas, c'est la première fois en 30 ans que je vois un tel écart entre ce qu'implicitement porte le marché et ce que continuent à dire les analystes. Et j'ai peine à croire que le consensus est tellement à la ramasse. C'est-à-dire, au fond, que les sociétés n'ont pas procédé à des avertissements pré-publication.
Donc j'ai l'impression, au fond, que cet environnement d'inflation pourrait avoir, si j'ose dire, des bonnes surprises en termes de publication de résultats. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de profit warning, c'est pas qu'elles sont passées à côté du contexte. Non, voilà. C'est ça que vous dites. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des effets nominaux, il y a des effets prix et effets volume qui perturbent. On le voit dans les résultats, par exemple, de FedEx, qui a des effets volume négatifs, mais des effets prix positifs, qui fait qu'au fin du fin, le chiffre d'affaires continue à croître sur des... Donc, on va avoir des perturbations de cet ordre. Peut-être que les warnings, les avertissements sur résultats, sur la rentabilité, au fond, c'est ce qui est essentiel pour les marchés actions, interviendront que plus tard, peut-être au deuxième semestre, ou plus encore sur 2023-2024. Mais peut-être que dans l'instant où on reste avec des effets embarqués de la stimulation qui a précédé, de l'énorme budgétaire et monétaire, et qu'au fond, on a des reconstitutions de stocks un peu partout, ça perturbe, et qu'on n'a que des prémices pour l'instant. Il y aura forcément des sociétés qui vont faire des avertissements. Mais est-ce que ça sera un grand mouvement Justement, c'est ma question, est-ce que ce sera un grand mouvement? Vous nous dites que non. Non, moi je pense que c'est plutôt des primes de risque qui réapparaissent. Mais alors justement, moi ma question c'est, dans un contexte inflationniste et de tension énergétique comme celui qu'on voit actuellement, si on a des bons résultats, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle? Est-ce que ça n'est pas annonciateur du coup de profit warning qui viendrait au 3e, 4e trimestre ou au 1er trimestre de 2023? Oui, c'est forcément une très bonne nouvelle. Puisqu'on a des sociétés qui, globalement, vont continuer à générer du cash flow, vont continuer à avoir pour celles qui le peuvent, continuer à avoir des bilans plutôt sains, qui vont pouvoir se mettre en configuration. Donc, si vous voulez, on n'a pas une récession, vous voyez, on n'a pas cette récession bénéficiaire traditionnelle qu'on a pu connaître sur les 20 dernières années. Donc, oui, ça sera une bonne nouvelle. Ça ne nous exempte pas de ce qui va suivre derrière, qui risque d'être compliqué, incertain, ça, incontestablement. Mais à partir du moment où vous avez des ratios de valorisation, des primes de risque élevées et des publications qui ne seraient pas si à risque que cela, à ce moment-là, vous avez en tout cas une respiration qui serait pas inutile de mettre à profit. Et ça peut suffire à faire rebondir des marchés actions. Bien sûr. Ouais. Ça veut pas pour autant dire qu'on n'est pas dans un marché baissier de long terme ou séculaire de très long terme. D'accord. Mais on peut avoir une séquence qui dure peut-être un trimestre, 2 trimestres, ou j'en sais rien, qui peut être très intéressant du point de vue des investisseurs, sans nécessairement être dans une logique spéculative, et qu'il faut mettre à profit. Moi, je vois des valorisations qui me semblent intéressantes. Même en mettant des situations de stress, on n'est pas aujourd'hui dans une situation Lehman Brothers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir, être polytraumatisé et avoir un effet de rémanence. Et chercher un risque systémique partout. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Par contre, on a un effet de contraste saisissant. Parler de l'inflation il y a encore 12 mois, c'était quelque chose d'exagéré. Donc oui, ça... Dire qu'elle était durable, c'était pessimiste. Voilà, c'est ça. On voyait bien quand même que la Fédérale Réserve, la BCE, j'en sais rien, mais la Fédérale Réserve était complètement... était en retard. Moi, je suis frappé de voir qu'avec une telle stimulation, et avec Joe Biden... et précédemment avec Trump, que la Fed n'est pas modifiée, rééquilibrée. Au fond, ce qu'aurait dû faire la Fédérale Réserve, qui est au fond la banque centrale des banques centrales, c'est qu'elle aurait dû commencer à ajuster sa politique monétaire à partir de l'été dernier. Et là, elle est en retard, donc elle est comme dans le feu dans la Pinède ou dans les Pyrénées-Orientales actuellement. Quand ça crame, eh bien, c'est pas par hectare, c'est par centaines d'hectares. Disons qu'elle a privilégié la croissance et maintenant, effectivement, elle se concentre sur l'inflation. Benoît de Broissiat, je vous voyais acquiescer à ce que disait Xavier Patrolin sur ce sujet, effectivement, économique, soutien Banque centrale et ce nouveau monde, finalement, dans lequel il va falloir accepter de vivre avec plus d'inflation, accepter de vivre si tant est que ce que nous dit Christine Lagarde, par exemple, se vérifie, mais avec plus d'inflation et avec potentiellement des profit warnings, pas au T2, mais peut-être plus T3, T4 ou T1 2023. Oui, je crois que du côté des banques centrales, en fait, la remarque qu'on peut faire, c'est qu'elles courent après la crédibilité qu'elles ont perdue. Elles ont perdu leur crédibilité sur leur mandat essentiel ou une partie de leur mandat, c'est la stabilité des prix. Aujourd'hui, il y a une divergence forte de l'inflation versus leur cible d'inflation. Et donc, elles s'efforcent de restaurer une crédibilité. D'ailleurs, d'une certaine manière, les marchés financiers nous donnent l'indication qu'elles ne l'ont pas totalement perdu auprès des intervenants financiers, puisque les break-even d'inflation reviennent vers les cibles des banques centrales. Donc c'est plus un phénomène psychologique pour l'ensemble des agents économiques qui observent que leur panier d'achat moyen s'inflate considérablement, qui du coup réclament naturellement des hausses de salaire pour ne pas perdre en pouvoir d'achat. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, si on regarde dans le rétroviseur,
oui, il y a eu des erreurs de politique monétaire qui ont été commises. Alors c'est facile, c'est peut-être du backtrading de le dire, mais naturellement, quand on avait un environnement, une conjoncture avec une croissance économique qui était vigoureuse, un marché de l'emploi qui était très bien orienté, on aurait pu penser qu'il était bien fondé de commencer à normaliser des politiques monétaires qui étaient extrêmement stimulantes, ultra expansionnistes, et qui correspondaient à une situation de crise extrême, comme on l'avait observé au pic de la pandémie. Naturellement, les politiques monétaires étaient à ce moment-là totalement fondées, bien fondées par leur caractère extrêmement expansionniste. Dès lors qu'on était en phase de sortie... Les banques centrales ont elles-mêmes été surprises par une déclaration de guerre sur le sol européen. Personne s'y attendait. Donc c'est le scénario d'inflation transitoire était peut-être le scénario le plus probable au moment où les banques centrales... Oui, mais alors l'enseignement que je tire, et peut-être on peut revenir à l'ère Greenspan, la politique monétaire de l'ère Greenspan paraissait adaptée sur le double mandat de la Fed, l'inflation des prix à la consommation et l'emploi, le plein emploi. Pour autant, elle était totalement inadaptée par rapport à la conjoncture économique dans laquelle il y avait une formation de bulles qui se matérialisait, notamment sur le marché immobilier. De la même manière, appréhender la politique monétaire dans le contexte précédent avec des marchés de l'emploi qui étaient extrêmement bien orientés, une croissance économique qui repartait en pleine vigueur aux États-Unis et en Europe, les politiques monétaires ultra-expansionnistes n'avaient sans doute plus lieu d'être. Il s'agissait de commencer à normaliser, d'envoyer un premier signal au marché, d'autant et de plus se concentrer qu'on voyait sur la mandat formation effectivement des banques centrales, à savoir taux de chômage et inflation pour la Fed et inflation pour la BCE. Effectivement, et en plus, on voyait apparaître de premiers signaux de déséquilibre à travers des primes de risque qui étaient extrêmement compressées sur l'ensemble des classes d'actifs. Et donc, l'effet secondaire indésirable de politique monétaire extrêmement stimulante qui était de produire une inflation du prix de l'ensemble des actifs. Alors Axel Bott, je vais vous laisser réagir également sur cette stratégie un peu banque centrale avec peut-être un petit peu de perspective. On parle de une hausse de 25 points de base pour la BCE là, donc à venir au mois de juillet, même si les faucons de la Banque centrale européenne, notamment je crois que c'est le gouverneur de la Banque centrale de la Lettonie qui proposait qu'on aille plus vers 50 points de base. On essaye d'induire ce questionnement, même si ça a l'air quand même d'être assez assurément une hausse de 25 points de base pour juillet. Un mot peut-être rapide, puis après on se demandera ensemble comment aller chercher du rendement quand même dans le contexte actuel ou de la performance sur cette stratégie Banque centrale, Axel Bott. Oui, effectivement, pour ce qui est de la BCE, on s'oriente probablement vers une hausse de 25 qui aurait dû peut-être être plus forte que ça. Je pense que Lagarde l'a tellement préannoncé que c'est difficile de revenir dessus. 50, c'était déjà de sortir des taux négatifs, parce que c'est quand même un des symboles du retard pris par les banques centrales, de continuer de maintenir des taux négatifs. Aujourd'hui, on sort du QE à peine en zone euro, et donc on le sait qu'il y a un retard considérable à combler. Je pense qu'on aurait pu symboliquement vouloir sortir des taux négatifs. Mais la BCE, je pense, est paralysée par les risques asymétriques au sein de la zone euro. L'outil anti-fragmentation, quelle que soit sa forme exacte, c'est simplement qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas laisser des pays se financer tout seuls sur le marché sans qu'il y ait une main ferme derrière pour intervenir en cas de tension. En premier rang desquels, évidemment, l'Italie, mais on peut penser que d'autres pays pourraient être soumis à des pressions, et sans parler du marché du crédit. On voit le marché du high yield maintenant qui se traite à 600 points de base. C'est quand même, on a des niveaux de tension qui sont devenus assez extrêmes avant même qu'on ait la dégradation économique qui semble se dessiner. Donc la BCE a malgré tout pas le choix. En plus, elle a conditionné le mouvement de septembre à l'inflation. Il est fort probable qu'on ait encore des niveaux d'inflation avoisinant les niveaux actuels à ce moment-là. Donc là, on aura de nouveau 50 BP.
puis ils vont entre guillemets un peu bricoler d'ici là. Ils vont intervenir Alors, là où il y a des tensions en réallouant de façon assez discrétionnaire les tombées de leurs différents programmes d'achat. Donc ils naviguent un petit peu à vue objectivement du côté de la BCE. Mais voilà, on sait qu'il y a la taille de la hausse des taux et quelque part une forme de monnaie d'échange pour faire accepter au faucon ce mécanisme, disons, de contrôle des risques et de contrôle des spreads. Alors, vous nous avez mentionné, Axel Bott, et c'est assez intéressant, cette idée ces réactions de marché, et notamment ces stress qu'on voit sur le marché action, mais pas que, également sur donc, du coup, le marché sur les dettes souveraines ou également sur le marché du crédit. Benoît de Broissiat, on va commencer par vous, puis on va faire le tour tous les trois. Dans le contexte actuel, où quand on voit des marchés actions reculer et le marché obligataire reculer également, et ce, dans un même mouvement, alors qu'on avait on avait été habitué ces derniers temps à voir effectivement un effet de vase communicant entre les deux. Où est-ce qu'on va chercher du rendement ? Et c'est peut-être la deuxième partie de ma question. Ma première partie, c'est du coup, si j'ai bien compris, on ne fait rien jusqu'à la publication des résultats. Et ensuite, où est-ce qu'on va chercher du rendement ? Non, effectivement, en matière d'allocation d'actifs, on reste avec des stratégies relativement prudentes en termes d'allocation d'actifs, donc avec une poche de cash ou d'obligations à court terme assez conséquente. Après, naturellement, l'investissement en action fait sens. Je crois que Xavier Patrolin évoquait des niveaux de valorisation qui sont faibles. On a potentielles bonnes surprises à venir. On a des primes de risque qui ont beaucoup augmenté. Donc, la traduction concrète, c'est qu'on commence à être payé de façon adéquate par rapport au risque tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Donc il faut vraiment que le risque qui se matérialise soit plus sévère que celui qui est anticipé par le marché pour considérer les niveaux de valorisation comme problématiques. De manière générale, l'environnement se caractérise par beaucoup d'incertitudes. Donc, pour nous, il s'agit de garder des stratégies de construction, d'allocation de portefeuille qui restent équilibrées face à de nombreuses incertitudes sur le régime d'inflation future, sur la dynamique de croissance, la durée ou non d'une éventuelle récession, son ampleur. Tous ces éléments, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Quels seront les effets du durcissement des conditions de crédit qu'on observe et des durcissements de politique monétaire ? Donc, dans une phase où il y a encore beaucoup d'incertitudes, où se présente une période estivale toujours un peu plus risquée en termes de liquidité sur les marchés, au-delà même de l'action des banques centrales, on est plutôt dans une posture un peu attentiste, un peu conservatrice, même si on admet bien volontiers qu'aujourd'hui, le risque paraît mieux payé. C'est observable à travers les spreads de crédit sur les marchés obligataires, c'est observable à travers la prime de risque sur les marchés actions. Mais pour nous, c'est un petit peu tôt pour reprendre de façon drastique du risque. Xavier Patrolin, où est-ce qu'on va chercher de la performance dans le contexte actuel ? Vous nous disiez qu'il y avait peut-être des bonnes surprises à attendre du côté des résultats d'entreprise, donc c'est sur les marchés actions qu'on va chercher cette potentielle performance ou cet optimisme potentiellement ? Oui, parce que c'est l'actif, les actions, normalement, c'est un rendement réel. Donc s'il y a bien un actif qui peut vous protéger, alors probablement pas nécessairement les gagnants de ces 12 ou 14 ou ces 15 dernières années, parce que ceux-là se sont déployés dans un environnement qui était pré-déflationniste. D'accord. Donc c'est pour ça que ça change complètement les meilleurs de la classe. Au fond, il faut aller plutôt donc on va piocher. Regarder les capacités d'adaptation des entreprises. Oui, puis aller regarder plutôt dans le purgatoire de la cote, c'est-à-dire les sociétés qui ont souffert d'un environnement surcapacitaire avec des pressions déflationnistes. D'accord. C'est intéressant. On donc là, prédisait un changement de paradigme un peu sur les... C'est tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est tentant d'explorer cette perspective. Et si vous explorez cette perspective, vous lui donnez du crédit, vous avez effectivement tout un compartiment ou des compartiments de la cote qui offrent aujourd'hui probablement de très belles perspectives à moyen terme. Donc, attendre les publications de résultats parce qu'elles vont valider ou pas l'anticipation qui est censée avoir le marché. D'accord. À mon avis, ça relève de la prime de risque, mais pas tellement d'un effondrement bénéficiaire. Donc, attendons de voir. C'est à partir de là, je pense qu'on va pouvoir faire le tri. Maintenant, il faut quand même pas, être trop optimiste. Pourquoi ? Parce qu'on vient quand même de points hauts en termes de valorisation d'actifs financiers, et pas uniquement actifs financiers, mais on peut même généraliser à l'immobilier. Bien sûr, oui, complètement. Donc dites-vous bien qu'on est peut-être,
je mets tout ça au conditionnel parce que je n'ai pas d'art divinatoire, mais on est peut-être entré dans un trend avec des ampleurs qui seront différentes. Sur les marchés financiers, ça va très vite, sur l'immobilier, ça peut être plus lent. Mais avec des réajustements de valorisation et de primes de risque. Donc ça peut vouloir dire que des stratégies dites alternatives, ceux qui peuvent vendre à découvert certains compartiments de la cote, ça peut avoir du sens. Parce que là, vous allez générer du rendement. Si vous vous placez dans un on n'a pas employé ce terme jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure, la stagflation. Bien sûr. C'est-à-dire un régime où l'inflation est plus élevée et la croissance réelle plus faible. Je peux vous dire ça, en termes d'allocation, ça va mettre le. Et alors justement, dans un contexte comme celui-là, on va vers quoi? On va vers de l'obligataire ou non, c'est pas forcément. Non, on va chercher des rendements réels positifs, c'est-à-dire des placements qui vous protègent en pouvoir d'achat. D'accord. Ouais. Mais ne jamais oublier que les rendements, ça ne s'arrête pas à zéro. C'est pas entre 0 et plus l'infini, c'est entre j'allais dire, entre moins l'infini. Positif ou négatif. Voilà, exactement. Et là, on est en train de basculer. Il n'y a pas très longtemps, on était autour de la table, vous entendez souvent parler de there is no alternative. Bon, le there is no alternative, le fameux TINA, pour l'instant, ne fonctionne pas depuis 6 mois. Mais peut-être qu'il va refonctionner pour certains compartiments de la cote, parce que le marché va découvrir que les fondamentaux de ces sociétés dans un environnement plus inflationniste ne sont pas si mauvais. Regardez le secteur automobile. Le secteur automobile est perturbé de partout, mais si vous voulez acheter une voiture automobile neuve, les délais de livraison sont très compliqués. Donc autant dire qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont du pricing power, et pas uniquement les gens qui s'appellent Ferrari, Mercedes, BMW ou les Allemands, y compris les grands généralistes. Donc il y a des, vous voyez, mais il faut peser tous les dans le cas d'investissement, il faut regarder tous les critères. Donc moi je pense que oui, il faut regarder, pour conclure, regarder dans le purgatoire de la cote des actions, regarder notamment ce qu'on appelle les titres value, faiblement valorisé, peut-être aujourd'hui, dans le contexte actuel, plutôt être sur ce qu'on appelle du GARP, c'est-à-dire un compromis entre valorisation et croissance, plus équilibré, autour des valorisations moyennes, mais commencer à fouiner parce qu'il y aura probablement des opportunités d'investissement. Donc, il y a des sociétés qui offrent aujourd'hui des rendements dividendes rapportés à l'action qui sont et qui restent exceptionnels. Bon, évidemment, vous allez me dire, si elles ne payent plus de dividendes dans 1 an, 2 ans, ça change la donne. Mais regardez les boîtes qui sont capables de générer du cash flow, d'assurer un dividende régulier, celles-là, elles offrent des rendements réels positifs qui sont, me semble-t-il, très intéressants et qu'il faut regarder en termes d'allocation. Alors, on va entendre Axel Bott aussi sur le sujet. Axel Bott, où est-ce qu'on peut aller chercher de la performance aujourd'hui? Alors, on a déjà entendu beaucoup de pistes, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un environnement assez incertain qui peut pousser à l'attentisme, en quelque sorte. Où est-ce que vous iriez chercher un peu de performance actuellement? Effectivement, il y aura des différences sectorielles dans un environnement économique qui va s'apparenter probablement avec de la stagflation. Ça nous amène à privilégier peut-être des secteurs comme les matières premières, comme l'énergie, qui sont en plus en désamour depuis longtemps à cause de cette tendance ESG. Donc il y a probablement un certain nombre d'acteurs qui ne suivent pas ces concepts ESG qui vont se repositionner sur ces valeurs qui effectivement offrent aujourd'hui énormément de rendement et qui sont positionnés dans cet environnement qui pousse les prix de l'énergie, un certain nombre de prix de métaux plutôt à la hausse, indépendamment de l'influence cyclique qu'on aura. Donc, ce qu'on voit d'ailleurs dans les révisions depuis le début de l'année, alors globalement le marché est plutôt révisé à la hausse, mais on commence à avoir un effritement dans la plupart des secteurs, à l'exception des ressources de base et des secteurs liés à l'énergie. Donc ça crée cet environnement, ça crée des distinctions. Dans le monde obligataire, l'actif le plus naturel pour couvrir ces risques de stagflation, c'est les obligations indexées sur l'inflation. Aux États-Unis, vous avez des rendements réels de l'ordre de 0,7 sur du 10 ans américain. 0,7, c'est à peu près ce qu'estime être le taux réel à terme, d'après la Réserve fédérale. Donc on est sur des niveaux de valorisation qui sont achetables sur ces niveaux de taux actuellement à terme, même si il faudra probablement
faire monter les taux au-delà de la neutralité dans l'intervalle. L'inflation qui est intégrée dans les points morts à long terme n'est pas particulièrement élevée. Donc c'est des choses qui sont également achetables. Et on finira là-dessus, Axel Bott, on a presque plus de temps. Oui. D'accord. Okay. On finira là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Axel Bott, stratégiste international chez Ostrom AM. Merci Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Et merci Benoît de Broissia, gérant chez Montségur Finance. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir dans Smart Bourse. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans Marché à thème. Et c'est parti à présent pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Le principe de ce dernier quart d'heure thématique est simple. Nous décortiquons ensemble une thématique d'investissement avec un invité en plateau. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéressons à la thématique des foncières cotées. Nous allons traiter plus précisément également des foncières de bureaux. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Laurent Saint-Aubin, gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Bonjour Laurent Saint-Aubin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors si on regarde un petit peu les parcours boursiers des foncières cotées, que ce soit spécialisé dans le bureau ou pas, les bilans à la fin du premier semestre sont catastrophique, je pense qu'on peut le dire, ou en tout cas compliqué. Unibail Rodamco qui perd 30% à peu près, Clépierre moins 25%, Mercialis moins 15%, Gecina moins 27% depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qui se passe, Laurent Saint-Aubin les foncières de logement qui perdent presque 50% aussi en Allemagne. Voilà, les foncières de logement qui perdent près de 50% en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe sur cette thématique d'investissement, Laurent Saint-Aubin ? Alors effectivement, on aurait pu imaginer que les foncières, elles ont la réputation d'être un investissement relativement sécurisé. On aurait pu imaginer qu'elles fassent mieux que la bourse. Ce n'est pas le cas puisqu'elles sont en baisse à ce soir d'environ 23% depuis le début de l'année, là où les indices généralistes européens sont en baisse d'à peu près 20%. Effectivement. Ce qui se passe, c'est très simple, c'est la hausse des taux. Le réflexe pavlovien, les taux montent. Il y a un retournement historique là-dessus. Ça fait baisser les foncières. Parce que l'idée des investisseurs, c'est que les foncières sont très endettées, qu'elles s'endettent pour acheter des actifs, ce qui en vérité est beaucoup moins le cas que dans le passé. En 2008, dernière crise massive pour les foncières, le taux d'endettement était de 55%. Aujourd'hui, il est retombé à 38%. D'accord. Vous parliez de Gecina tout à l'heure. Le taux d'endettement de Gecina, il est de 31%, avec de la dette qui est longue et de la dette qui est à taux fixe en général. Alors, je trouvais intéressant d'aborder ce sujet des foncières cotées parce qu'il y a effectivement les parcours de bourse. Vous l'avez rappelé, effectivement, c'est à mettre en regard effectivement des marchés financiers de manière générale. Bien sûr, c'est sûr que toutes les classes d'actifs reculent actuellement, mais les foncières cotées, effectivement, ne font pas partie de celles qui résistent le mieux à ce mouvement baissier. Et on a une étude de Bank of America qui estime que les foncières de bureaux européennes, donc là spécifiquement sur la thématique du bureau, sont dans ce que Bank of America appelle une véritable tempête de vent contraire, avec des recherches d'immobilier de plus en plus vert, avec un recul de la demande de bureaux. Donc on imagine que c'est en lien avec le télétravail, mais c'est peut-être plus large que ça, ou encore un prix des bureaux qui pourrait chuter jusqu'à 12%. Vous qui êtes spécialisé dans les foncières cotées, est-ce que les foncières de bureaux sont dans une situation aussi compliquée qu'on peut le lire dans l'étude ? Alors le premier point, c'est le fonds que je gère est très sous-pondéré en foncière de bureaux. D'accord. Le second point, c'est qu'il faut distinguer différents types de bureaux. Vous avez le bureau de périphérie qui est massivement impacté par le ralentissement économique qui va arriver et qui est massivement impacté aussi par le télétravail. La leçon du Covid, c'est que tout le monde peut travailler depuis chez soi. Auparavant, on pensait que c'était un privilège. Le privilège de voyager était réservé aux cadres. Donc cet effet, il touche beaucoup plus la périphérie, où on a à la fois une demande de réduction de surface,
beaucoup de livraisons qui ont été faites post-Covid et des baisses de loyer. Par contre, cet effet, il touche beaucoup moins le cœur des quartiers d'affaires. J'en veux pour exemple la société foncière lyonnaise, qui est une filiale maintenant d'une foncière espagnole qui s'appelle Colonial et qui a annoncé hier la location avec 6 mois d'avance sur la livraison d'un immeuble de bureau entièrement restructuré dans le 15e arrondissement qui s'appelle Biome. Donc il y a différentes typologies, mais effectivement les réglementations vertes imposent plus de travaux aux foncières de bureaux. D'accord. Et le télétravail a bien sûr un effet négatif, de même que le ralentissement économique. Mais alors, ce télétravail, ça veut dire que ça n'impacte pas tous les bureaux en tant que tels. C'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce qui va faire qu'un bureau ou qu'un immeuble va réussir à se démarquer, et ce, même si les collaborateurs travaillent à distance d'un autre bureau? Alors, j'aime bien l'exemple du BCG, ce cabinet de consulting international qui est locataire de Gecina. Le BCG, depuis des années, loue des surfaces qui représentent 40% de sa force de travail, c'est-à-dire qu'il considère que plus de la moitié des cadres, il y a une rotation parce que les gens sont en mission à l'extérieur. Donc la situation parisienne, c'est celle-là. Après, il y a une évolution de la typologie des bureaux. Donc ça veut dire que c'est des bureaux où il n'y a plus de poste fixe, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, on peut comprendre ça, absolument. Mais c'est pas nouveau, ça. Oui, bien sûr. La deuxième chose, c'est que le bureau est un lieu de vie plus qu'avant. Donc il y a des espaces de réception, des terrasses, des lieux pour se retrouver, beaucoup plus de salles de réunion, et effectivement des espaces partagés, des espaces où on n'est plus assigné à sa place. Donc ça change. Et puis il y a tout le développement des bureaux temporaires qui touchent aussi les axes de circulation, les gares de RER, etc. Alors ça, c'est pour les foncières de bureaux. Donc on comprend bien les deux transformations auxquelles elles font face, que ce soit donc du coup le télétravail ou effectivement la réglementation pour la réglementation verte en matière d'immobilier. Mais il n'y a pas que les foncières de bureaux qui souffrent actuellement, en tout cas dans leur parcours boursier. On a vu effectivement des foncières plus généralistes, des centres commerciaux. Vous parliez des foncières de logement en Allemagne. Donc c'est uniquement dû, comme vous nous le disiez au début, à cette idée reçue que les bilans sont déficitaires au sein des foncières. L'immobilier a cette particularité qu'il est extrêmement riche en matière de thématiques d'investissement. Vous avez à la fois des résidences étudiantes, du logement, des bureaux, des locaux spécialisés pour les laboratoires de santé. Donc il y a un nombre d'activités humaines avec des actifs spécifiques qui rendent ce secteur intéressant. Après, il y a effectivement l'effet taux aujourd'hui, il est massif. Mais il faut, je pense que les marchés, c'est un petit secteur, c'est un peu plus de 1% du MSCI Europe. Les marchés oublient quand même deux choses, c'est la résilience de ce secteur. C'est un secteur qui touche des loyers indexés sur l'inflation. La durée moyenne des loyers, des baux, elle est d'à peu près 6 ans. Donc pendant 6 ans, vous allez toucher le loyer, sauf même si le climat économique est très mauvais. Un commerçant préférera manger des patates que d'arrêter de payer son loyer parce qu'il perdrait son droit au bail. Et puis il y a l'effet indexation, effectivement. Même si on va limiter l'indexation peut-être à l'avenir, on est quand même sur des rythmes de croissance de 3,5% par an. Dans un contexte de stagflation, c'est ce qui ressort également de l'étude de Bank of America, mais ça vaut pas, donc qui était sur les foncières de bureaux, mais ça peut valoir de manière un peu plus générale. Dans un contexte effectivement d'une inflation élevée et d'une croissance modérée, voire faible, quel parcours peuvent avoir ces foncières, donc parcours de bourse ou même activité économique? Alors je vous parlais de la diversité du secteur tout à l'heure. Dans un contexte de récession économique, il est clair que les bureaux vont souffrir. Mais par contre, le logement ne va pas souffrir. Et toutes les thématiques structurelles qui sont accessibles en immobilier, comme par exemple l'immobilier de santé qui joue sur la thématique du vieillissement de la population, les résidences étudiantes qui jouent sur le désengagement de l'État par rapport à ce type d'immobilier,
ce genre de thématique va plutôt bénéficier en relatif du ralentissement économique. Donc c'est plutôt sur ces segments-là qu'il faut aller. Le commerce, c'est un sujet spécifique, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas si les gens vont épargner massivement ou si, comme en général, la consommation va être un segment de la demande qui va mieux résister. Ce qui est clair, en tout cas, sur le commerce, c'est que les commerces sont réouverts, qu'on a retrouvé les fréquentations d'avant Covid et que les transactions en matière d'immobilier physique se sont multipliées sur ce segment qui reste dynamique à cet égard-là. Alors c'est la grosse différence avec la situation du Covid et ça met en lumière des décotes massives, les décotes massives des cours de bourse aujourd'hui. Alors on évoquait dans la partie précédente de l'émission notamment un certain attentisme d'investisseurs en attente de la publication des résultats. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur justement les foncières cotées, sachant que de manière plus générale, au-delà des foncières cotées, il y a des craintes vis-à-vis de l'impact de la hausse des prix de l'énergie ou des matières premières. En ce qui concerne la saison des résultats pour les foncières cotées, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Alors, j'ai tendance à penser qu'effectivement, pour les secteurs industriels, ça risque d'être difficile. Il va y avoir beaucoup d'alertes sur les résultats. Les foncières, encore une fois, ont une visibilité en matière d'activité. Donc je pense qu'il peut y avoir des bonnes surprises sur la hausse des loyers, encore une fois, parce qu'elle est mécaniquement tirée à la hausse par l'inflation. Et je pense que les experts vous savez que les foncières publient 2 fois par an la valorisation de leur patrimoine. Bien sûr. Et je pense que là aussi, on peut avoir des valorisations de patrimoine relativement stables. L'effet négatif de la hausse des taux étant compensé par l'effet positif de l'indexation sur les loyers. Et avec du coup une valorisation donc en termes de prix d'immeubles que vous voyez stable pour le coup. C'est ça, avec des cours de bourse qui sont revenus en termes de décote à des niveaux jamais vus depuis 2008. On est aujourd'hui à 30% de décote, avec des valorisations des multiples de résultats autour de 16 fois. On était à 22 fois fin 2021. Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin d'être venu sur le plateau de Smart Bourse, donc nous détailler votre expertise sur cette thématique d'investissement que sont les foncières cotées. Laurent Saint-Aubin, je rappelle que vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis donc pour cette nouvelle édition de Smart Bourse et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.